Jeudi 11 août, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Trois jours de deuil national décrété au Mali après l'attaque survenue à Tessit dimanche. Le dernier bilan enregistre 42 morts et 22 blessés. En Éthiopie, coup d'envoi du démarrage de la deuxième turbine du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Objectif, développer l'économie locale. En Europe, avec 29 jours cumulés de vagues de chaleur, le continent connaît l'un des étés les plus chauds de son histoire et son économie pourrait souffrir des conséquences. Sport, football, pour la troisième fois, Vahid Halilovic, le Bosnien, n'ira pas en Coupe du Monde Qatar 2022 après avoir qualifié le Maroc. Et nous le disions à l'instant, au Mali, 3 jours de deuil national ont été décrétés. 42 personnes sont mortes, 22 autres blessées dans les rangs des forces armées maliennes. Cette attaque survenue à Tessit, près de la frontière nigérienne, en début de semaine. Et d'après le gouvernement malien, une attaque complexe et coordonnée. Les détails avec Neylaït Hamouda. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Mali à partir de ce jeudi. Cette décision fait suite au dernier bilan annoncé par le gouvernement malien de 42 soldats morts à Tessit, près des frontières du Burkina Faso et du Niger. L'armée malienne impute ces violences au groupe terroriste Daesh au Grand Sahara. Il s'agit du bilan le plus lourd pour les FAMA depuis fin 2019. Au terme des combats, le bilan se présente comme suit. Côté ennemi, 37 terroristes neutralisés et des équipements ont été abandonnés par les assaillants dans les environs de Tessit, ainsi que 2 véhicules contenant du matériel et leurs occupants détruits par des frappes aériennes dans une forêt à 5 km au sud de la localité. Côté ami, 42 morts et 22 blessés. Les assaillants auraient utilisé des drones, des explosifs et des véhicules piégés, ainsi que des tirs d'artillerie pour mener cette embuscade. Selon les forces armées maliennes, les terroristes ont bénéficié d'appuis majeurs, y compris d'expertises extérieures, sans citer aucun pays. Le Mali ne compte pas s'arrêter là. Il continue de renforcer ses liens militaires avec la Russie. Le colonel Assimi Goïta et Vladimir Poutine se sont entretenus hier par téléphone au lendemain de la réception par Bamako de nouveaux équipements militaires de son allié russe. Ils se sont félicités de la qualité de leur partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population. Et en Sierra Leone, les violentes manifestations contre la vie chère ont fait couler beaucoup d'encre. Les réactions internationales se sont multipliées pour tenter de calmer la situation. La CEDEAO condamne les violences et appelle au respect de la loi. La délégation de l'Union européenne appelle toutes les parties au calme. Neylaït Hamouda, encore une fois. À Freetown, la manifestation contre le coût élevé de la vie se voulait pacifique à l'initiative d'un groupe de femmes, mais elle a vite viré à l'émeute. Nous n'avons pas de liberté d'expression. Il n'y a aucun respect pour nous les femmes. Et notre économie est en déclin. Et le coût de la vie est très élevé. À cause de cela, nous souffrons. Des tirs de gaz lacrymogène pour tenter de riposter aux jets de pierre et de projectiles. Des manifestants ont causé la mort de plusieurs Sierra-Léonais, dont 2 policiers. De nombreux manifestants demandent le départ du président Julius Maada Bio. Le gouvernement, lui, décide d'instaurer un couvre-feu de 15 h dans l'après-midi à 7 h du matin. Le pays a même été coupé du monde pendant plusieurs heures. Certains individus sans scrupules se sont lancés dans une manifestation violente et non autorisée qui a entraîné la mort de Sierra-Léonais innocents, dont des membres de forces sécurité. Le gouvernement réaffirme son engagement à maintenir la loi et l'ordre pour protéger les droits fondamentaux du peuple.
De nombreuses ambassades et organisations internationales ont vite réagi pour tenter d'apaiser les tensions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fermement condamné les violences ayant conduit à des pertes humaines. Elle a appelé au respect de la loi et à l'identification des investigateurs pour qu'ils soient présentés devant la justice. La mission de l'Union européenne a quant à elle exprimé sa préoccupation face à la violence qui sévit dans le pays. Elle a aussi appelé toutes les parties au calme. La frustration de longue date envers le gouvernement a été exacerbée dans certaines régions par les prix élevés des produits de base dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où, selon la Banque mondiale, plus de la moitié de près de 8 millions d'habitants sierra-léonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et au Kenya, la pression s'accroît. Le pays est toujours dans l'attente des résultats des élections générales. Mardi, les Kenyans ont été appelés aux urnes pour des élections législatives et présidentielles, considérées comme un test important pour la stabilité du pays. Ces élections générales ont été marquées par une hausse de l'abstention, près de 65% d'électeurs par rapport aux 78% de 2017. La compilation des résultats est toujours en cours. La commission électorale a 7 jours pour annoncer, soit jusqu'au 16 août. Élection générale au Kenya, toujours. L'observateur en chef de l'Union européenne, Ivan Stefanek, a livré ses conclusions préliminaires de son équipe sur le terrain. Selon lui, le processus a été pacifique jusqu'à présent. Alors que le pays attend le résultat d'un scrutin serré, Ivan Stefanek déclare que la période précédant les élections a été marquée par une tension et un conflit nettement moins important et moins élevé que par le passé. On écoute. La période précédant les élections a été caractérisée par des tensions et des conflits nettement moins importants que par le passé. Les partis et les candidats ont pu faire campagne ouvertement dans tout le pays et faire passer leur message aux électeurs. Et au Rwanda, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken rend visite au président Paul Kagame à Kigali, la capitale, aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain a exprimé de graves inquiétudes sur le droit de l'homme au Rwanda. Il s'agissait donc de la 3e et dernière étape de la tournée Afrique de Blinken après l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. La première. That the United States is sort of turning a blind eye to this issue. How do you respond? Éthiopie, coup d'envoi du démarrage de la 2e turbine du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Et à travers ce nouveau lancement, objectif pour le pays, développer l'économie locale. Addis Abeba rassure ses voisins soudanais et égyptiens. Les détails avec Amin Touta. C'est à Guba, dans le ouest de l'Éthiopie, que le gouvernement d'Addis Abeba a décidé de lancer la 2e turbine du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Une nouvelle étape d'exploitation mise en marche sur les 13 prévues en présence de Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien. C'est depuis le mois de février 2022 que le 3e remplissage se poursuit malgré l'opposition du Soudan et de l'Égypte. Une opposition sur laquelle le gouvernement d'Addis Abeba a tenté de rassurer en soulignant que l'objectif de l'Éthiopie est de développer l'économie locale via la production de l'électricité, sans nuire aux intérêts des pays en aval dépendants du Nil pour les approvisionnements en eau. Khartoum et le Caire ont demandé à maintes reprises à l'Éthiopie de cesser ses opérations de remplissage. Connu pour être le plus gros projet hydroélectrique en Afrique, le barrage de la Renaissance a été source de vives tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan depuis son lancement en 2011. L'Égypte et le Soudan craignent une diminution des débits d'eau. L'Éthiopie a commencé à produire de l'énergie à partir du barrage de la Renaissance au mois de février passé et compte sur le barrage pour être le moteur du développement du pays, visant à atteindre plus de 6000 mégawatts. Et sur la question libyenne, les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à soutenir les Libyens dans leur quête de paix, de stabilité et de prospérité. La mission des Nations Unies en Libye déclare que la famille des Nations Unies restera pleinement engagée à servir le peuple libyen et à soutenir le pays sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Cette déclaration a été faite hier, 10 août, une date coïncidant avec le 3e anniversaire de l'attaque ayant visé un convoi de la mission des Nations Unies dans la ville de Benghazi.
Et la République de Colombie et la République arabe sahraoui et démocratique ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'agence de presse sahraoui ce jeudi. Les deux pays ont décidé donc de reprendre leurs relations diplomatiques conformément aux principes et objectifs de la charte de l'ONU et de l'accord conclu le 27 février 1985 entre les deux parties. Le communiqué a été rendu public à l'issue de l'audience accordée par le président colombien Gustavo Petro au palais républicain à Bogota, au ministre sahraoui des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Salek en sa qualité d'envoyé spécial du président de la RASD et secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali. Et en Algérie, inauguration de la Banque nationale des semences. C'est le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui l'a inauguré ce matin à Alger. Le rôle de cette banque vise à assurer la sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la production nationale des semences. Mohamed Wali Ben Chaben. D'aucuns ignorent que l'agriculture algérienne renferme des potentialités conséquentes. En plus de doter la nation de la sécurité alimentaire, elle pourrait entraîner le pays vers des formidables points de croissance. C'est à cet effet que le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a supervisé dans la matinée la cérémonie d'inauguration de la Banque nationale des semences. La réalisation de la Banque nationale des semences constitue une autre base pour le renforcement de notre sécurité alimentaire nationale. Pour concrétiser le principe de la sécurité alimentaire du pays, les semences, qui sont une source vitale, jouent le rôle principal dans le développement durable de l'agriculture algérienne. C'est un point de départ pour n'importe quel programme pour l'amélioration de la qualité des semences. Une sécurité alimentaire se conjugue d'abord et avant tout avec une augmentation qualitative de la production et la mise en place d'une stratégie ambitieuse. Il s'agit de la première base. L'objectif primordial est la Banque des semences qui va concrétiser une indépendance totale de l'Algérie dans ce domaine par rapport au capital national végétal ou animal. L'Algérie est capable de relever les défis et remporter les paris quand il s'agit des intérêts suprêmes du pays, surtout à la lumière de la conjoncture internationale géopolitique actuelle qui nous impose plus d'efforts. Pour l'amélioration de la productivité et l'apport de la valeur ajoutée alimentaire, rien n'empêche l'Algérie d'augmenter sa production à des niveaux permettant de réaliser la sécurité alimentaire qui constitue un des fondements de la souveraineté nationale. Et on va en parler avec un expert en agriculture. Il s'agit de Lotfi Rarnaout. Il est en direct avec nous. Il nous rejoint via Skype. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Une banque nationale des semences, donc. C'est quoi exactement ? Alors, tout d'abord, je tiens à saluer cette démarche, et surtout la concrétisation, c'est-à-dire dans les délais annoncés, c'est-à-dire de cet aspect éminemment stratégique et qui marque une avancée, on peut dire, importante, c'est-à-dire dans le monde agricole national, comme cite la FAO. La sécurité alimentaire passe d'abord ou passe par la garantie des approvisionnements en semences des communautés agricoles. Donc on peut dire donc cette banque alimentaire, le rôle de cette banque de semences, banque de gènes, c'est-à-dire génétique végétale et animale, donc sert à la préservation et le maintien ex situ, on peut dire, c'est-à-dire hors sol de notre patrimoine génétique et la valorisation de notre patrimoine génétique. Donc c'est le rôle aujourd'hui de valoriser, ou le rôle de gouvernement d'engager une vraie stratégie, c'est-à-dire qui vise le développement de la recherche agronomique. Et ça, c'est un pas très important. On peut dire un pas, c'est du concret, c'est-à-dire qui a permis d'établir un lien entre la recherche scientifique et le agricole. Donc voilà, donc pour résumer, une banque de semences doit assurer d'abord la protection de notre patrimoine semencier et sa conservation et la valorisation aussi et la diversification et l'adaptation, c'est-à-dire pour faire face aux défis du changement climatique, le stress hydrique, donc il y a pas c'est-à-dire tous les défis environnementaux avec les maladies
Donc, ainsi que, c'est-à-dire cette banque semence, c'est-à-dire de banque de semences végétales. Donc, elle doit assurer la livraison de cette semence, d'une semence certifiée aux agriculteurs, c'est-à-dire à travers un réseau ou un système semencier bien organisé. D'accord. Voilà. Donc cette Banque nationale de semences, on le comprend d'après vos explications, qui est très importante donc pour l'Algérie et pourquoi pas dans un futur proche pour toute une région. Mais avant tout, promouvoir la production nationale de semences, c'est également une porte vers la sécurité alimentaire. Tout à fait. Quand on parle, comme j'ai cité, je disais, j'ai cité la définition ou une citation de la FAO. La sécurité alimentaire passe d'abord par c'est-à-dire l'aspect ou le développement de cet aspect qui est très important. Donc là, on a deux aspects où le gouvernement doit engager cette stratégie de développement de la recherche agronomique sur les deux aspects. L'aspect développement des ITICA, c'est-à-dire des itinéraires techniques pour la production végétale ou pour la production animale. Par exemple, je prends un exemple, tout ce qui est le travail du sol, le choix variétal, l'irrigation, la fertilisation et le traitement phytosanitaire. Et aussi, le plus important, c'est d'engager, c'est-à-dire une stratégie de développement et de conservation de notre patrimoine. C'est-à-dire la sécurité alimentaire, comme je disais, passe par surtout maintenant, on est obligé dans ce contexte de conflit, ou comme je peux le dire aussi, l'enjeu mondial se jouera plus sur le plan des ressources génétiques que sur le plan des ressources ou sur le plan industriel. Donc ça, c'est donc c'est très important et je tiens à saluer encore une fois cette décision et la concrétisation rapide, c'est-à-dire des décisions du Conseil des ministres et du président de la République. Et c'est un pas. Oui. Merci Lotfi Ramnaout d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes expert en agriculture. Merci. Et dans le reste de l'actualité internationale, en Palestine, des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa à Al-Quds occupée sous une haute escorte de la police d'occupation sioniste. L'occupation sioniste tente une nouvelle fois d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte. La Ligue arabe a condamné les incursions des colons dans la mosquée Al-Aqsa sous la protection donc des forces d'occupation sioniste. Elle tient l'entité sioniste responsable d'avoir permis aux forces de l'extrémisme, y compris des membres de la Knesset, de prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Et en Irak, l'impasse politique paraît être totale après l'irruption dans la très sécurisée zone verte et l'occupation du Parlement par les partisans du courant de Moqtada Sadr. Aucune issue n'a encore été trouvée pour le dénouement de cette crise. Une crise qui menace les équilibres fragiles d'un État en pleine reconstruction institutionnelle. Sofiane Barouti. L'Irak vit depuis les dernières élections législatives anticipées organisées en octobre dernier une crise politique profonde, marquée par un blocage institutionnel. Depuis le dernier rendez-vous électoral, aucune entente sur un nouveau gouvernement n'a encore été trouvée entre les différents courants politiques. L'occupation du Parlement par les partisans du courant sadriste a approfondi ce cycle de crise qui se transforme en véritable bras de fer politique. À ce propos, Moqtada Sadr a appelé le pouvoir juridique, précisément la Haute Cour de justice, à prendre ses responsabilités à travers la dissolution du Parlement dans le courant de la semaine. Le leader irakien a également appelé le président de la République, Borham Saleh, à fixer un horizon pour l'organisation d'une échéance électorale législative anticipée pour mettre fin au blocage que vit ce grand pays arabe. Le principal dirigeant de l'opposition a également exprimé que la contestation populaire va continuer tant que la décision de dissolution du Parlement n'a pas été entérinée. Moqtada Sadr a également chargé le bloc au pouvoir, l'accusant de tenir à la politique des quotas et de contenir des politiciens notoirement corrompus et rejetés par le peuple irakien en colère. Pour sa part, le chef du gouvernement sortant, Mustafa Al-Kadhimi, a réitéré son appel au dialogue national afin d'éviter des confrontations qui pourraient conduire l'Irak dans une nouvelle phase de violence fratricide. L'ancien Premier ministre et leader du parti État de droit, Nouri al-Maliki, a pour sa part refusé la proposition de Moqtada Sadr, estimant que la dissolution du Parlement devrait passer par une reprise des activités de l'organe législatif qui devra choisir de s'autodissoudre et de fixer un calendrier pour d'éventuelles élections législatives anticipées.
Dans le sillage, le cadre de coordination, Bloc au pouvoir, a dans un communiqué incité à l'accélération de la nomination d'un nouveau président de la République, ainsi qu'à la formation d'un gouvernement de gestion des affaires courantes, afin de répondre aux attentes des citoyens irakiens. Le propos de la déclaration a également précisé la nécessité de respecter les pouvoirs judiciaires et législatifs, ainsi qu'à éviter d'entraver le bon fonctionnement des institutions. La confrontation entre deux visions opposées paraît mener l'Irak vers une situation de crise de régime, qui multiplie les risques de confrontation à l'ombre d'un mécontentement populaire grandissant, ne paraissant pas pouvoir se résorber. Et puis en Europe, on va s'intéresser à cette aide occidentale sur le long terme à l'Ukraine sous forme de financement, mais aussi d'armes. Tel est le mot d'ordre de la conférence des donateurs qui s'est tenue aujourd'hui à Copenhague. Le gouvernement britannique a d'ores et déjà annoncé qu'il fournirait à Kiev des roquettes à lancement multiple. Une énième série d'indices qui promet que le bras de fer entre la Russie et l'Occident risque encore de perdurer. Karim Baziz. La tension entre l'Occident et la Russie, loin de s'estomper, à en croire la teneur des échanges qui se sont déroulés dans la journée au sein de la capitale danoise. Des armes seront acheminées à Kiev, tandis que l'interdiction totale de l'Union européenne sur les importations du charbon russe est entrée en vigueur. Un des pays qui se démarque par son soutien retiendra l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz a déjà approuvé des exportations militaires à hauteur de 710 millions de dollars. Un apport qui est une révolution en soi pour le pays puisqu'il opère une rupture franche avec son passé. Autre pays solidaire, le Danemark. Le Premier ministre Mette Frederiksen, lors de l'ouverture de la conférence, ouvre les enchères. Une contribution de 130 millions de dollars. Et pour mettre davantage de pression à la Russie, la Grande-Bretagne, pour sa part, contribue avec de l'armement et des missiles de moyenne portée. Une politique européenne, voire occidentale, qui plaide pour renforcer les sanctions qui auraient, tôt ou tard, selon ses décideurs, un impact profond sur l'économie russe. Ailleurs, des institutions financières internationales dont les statuts précisent pourtant une neutralité lors de conflits comme la Banque mondiale, vient aussi de débloquer 4,5 milliards de dollars pour permettre officiellement à l'Ukraine de traverser le conflit face à la Russie. Une pléthore d'aides donc, sans parler d'une quantité d'armes acheminées de beaucoup de contrées de l'Ouest. Sauf que là où le bas blesse, et qu'on ne sait pas exactement où vont précisément ces différentes aides. L'une ignore que l'Ukraine est un des pays les plus corrompus au monde, classé 122e sur 180 selon l'index de Transparency International. De plus, selon les médias américains, environ 30% des armes acheminées arriveraient à l'armée ukrainienne. On soupçonne que l'Ukraine est en passe de devenir une plaque tournante du trafic d'armes mondial. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et son cercle proche ont essuyé les critiques dernièrement suite à des révélations de Panama Papers au sujet des transactions secrètes. Le problème de la corruption en Ukraine est si endémique, avec une part pas toujours claire entre les entreprises privées et publiques, qui font réagir même Washington, qui exhorte Kiev de nommer un nouveau procureur général crédible pour renouveler les efforts pour la lutte contre la corruption. Et on reste en Europe pour parler météo. Avec 29 jours cumulés de vagues de chaleur, le continent connaît l'un des étés les plus chauds de son histoire. Si certains pays tels que l'Espagne, la France ou encore même l'Italie sont plus touchés que d'autres, c'est toute l'Europe qui est impactée et son économie pourrait même souffrir des conséquences. Safouane Ben Sabri. Une vague de chaleur sans précédent écrase l'Europe. Des températures jamais égalées auparavant sont observées dans plusieurs pays du vieux continent, phénomène qui vient perturber la relance économique post-Covid. Plusieurs pays connaissent des difficultés, notamment en matière agricole, dues à un climat particulièrement hostile. L'industrie, lourdement frappée par la crise énergétique et les difficultés d'approvisionnement, a enregistré une baisse de son activité tandis que les services frôlent la récession. En Allemagne, les autorités ont prévenu que le niveau des eaux du Rhin pourrait atteindre un seuil critique dans les jours à venir. Cela rendrait de plus en plus difficile le transport de marchandises sur le fleuve, notamment le charbon et l'essence, ce qui risque d'accentuer encore plus la crise économique dans l'Union européenne. En France, au-delà des restrictions d'utilisation de l'eau et de la centaine de communes qui en sont totalement privées, le déficit hydrique impacte la production agricole et fait peser la menace d'un renforcement de l'inflation alimentaire, mais aussi de pénurie de certaines denrées. De son côté, l'Espagne a connu ces derniers mois des températures extrêmes. Au sortir d'un hiver inhabituellement sec, les réserves d'eau espagnoles sont ainsi tombées début août à 40% de leur capacité, soit 20 points de moins que la moyenne des 10 dernières années à cette époque.
Les scientifiques estiment qu'en Europe, le nombre de morts liés au stress thermique pourrait doubler, voire tripler selon l'ampleur du réchauffement de la planète au cours du siècle. Et on va parler sport, l'histoire qui se répète pour la 3e fois pour Vahid Halilović, le Bosnien, qui n'ira pas donc en Coupe du Monde 2022 après avoir qualifié le Maroc. C'est un communiqué de la Fédération marocaine qui rend donc le divorce officiel en dépit d'un parcours sans faute lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les détails avec Faisal Salah. Participation Coupe du Monde. Pour moi, c'est un objectif premier et très important. Vahid Halilović, le premier sélectionneur de l'histoire, a qualifié 4 nations différentes à la Coupe du Monde. Une grosse pointure dans le monde du foot, un attaquant qui a marqué les esprits avec ses buts, un entraîneur qui n'a pas manqué à se qualifier pour les 4 dernières Coupes du Monde. Pourtant, durant les 16 dernières années, Vahid a disputé qu'une seule phase finale de la Coupe du Monde, c'était en 2014 sur le banc d'Algérie. Le Bosnien a conduit les Verts au 8e de finale, une participation historique. Vahid et l'Algérie, synonyme de fierté et de reconnaissance. Les autres chapitres, Vahid Coupe du Monde, ont été bien sombres. À 4 mois du Mondial 2010, Vahid a été licencié par la Fédération ivoirienne de football. Puis, en 2018, suite à l'écartement de Honda et de Kagawa, une affaire de sponsoring renvoie Vahid de chez les Nippon à seulement 2 mois de la Coupe du Monde. Je fais tout pour surtout Coupe du Monde. Mais là, et mon président, et tout le monde là, vous êtes un petit peu... je dis, il ne faut pas se fâcher. Ils n'étaient pas contents. L'Algérie l'a gagné et pas vous. Je ressentis un petit peu. Certains, ils préfèrent Cannes qu'en Coupe du Monde. Le chapitre 2022, Vahid Coupe du Monde, ou le chapitre des ingrats. Le Bosnien ne goûtera pas au mondial qatari. L'homme fort était trahi par le président de la fédération marocaine, Fawzi Lakdja. L'entraîneur bosnien a obtenu des résultats plus que convaincants, seulement 2 petites défaites au compteur, toutes compétitions confondues. Le meilleur parcours du Maroc à la CAN depuis 17 ans. Un quart de finale, une élimination en prolongation face à l'Égypte, une qualification à la Coupe du Monde 2022 aux dépens de la République démocratique du Congo. Mais malgré son joli parcours, Ziyech a eu la peau de Vahid. Un communiqué pour officialiser la séparation et un manque de respect total à l'homme de 70 ans. Que son meilleur souvenir en Coupe du Monde, c'était avec l'Algérie en larmes. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Ameziane Zitouni. Un QR code s'affiche au bas de vos écrans pour pouvoir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Il suffit juste de le scanner, c'est simple. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir pour le journal télévisé comme de coutume. Excellente soirée. Bonsoir.